BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous jusqu'à 18h. On va voir la clôture des marchés européens d'ici une dizaine de minutes. Didier Borowski est en plateau avec nous ce soir, responsable de la recherche macro d'Amundi, et Gilles Ménard, responsable du pôle flexible à la française. Si on vient sur notre séquence en Europe, la séquence française, encore une fois un puissant rallye qui s'est matérialisé lundi au lendemain des résultats du premier tour de l'élection française. On surfe encore là-dessus, mais évidemment le marché digère quand même ce mouvement qui a été très violent, très brutal, qui s'est fait dans des volumes importants. Est-ce qu'on est simplement encore sur l'idée d'un rallye de soulagement, Gilles, ou est-ce qu'on peut aller un petit peu au-delà? Évidemment, on va attendre les résultats du second tour de l'élection présidentielle française, mais les sondages se sont pas trompés au premier tour, donc on leur accorde un peu de crédit quand même sur le score du second tour. Si on va au-delà, est-ce qu'on peut basculer dans quelque chose qu'on appellerait le Macron Trade, avec des espoirs particuliers sur la capacité du futur gouvernement à réformer la France et ensuite, pourquoi pas, à négocier une nouvelle étape de la construction européenne avec l'Allemagne? Est-ce qu'on en est là, ou est-ce que non, c'est beaucoup trop prématuré d'envisager ce scénario pour l'instant? Non, ce que je dirais, alors effectivement, on a eu déjà un rattrapage des actions françaises, donc on voit vraiment ce soulagement, ouais. Le fait que cette épée de Damoclès se soit déportée, elle n'est pas totalement partie, mais elle s'est quand même largement éloignée. Donc on l'a bien vu, hein, le spread, enfin l'écart de performance entre les actions françaises et les actions allemandes, qui s'était déjà un petit peu réduit un peu avant, au fur et à mesure où les sondages se précisaient. Là, c'est complètement réduit. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur la dynamique, je pense, des sociétés, là encore, effectivement, l'élection de monsieur Emmanuel Macron serait probablement saluée de nouveau par probablement encore un petit peu d'optimisme sur les marchés boursiers. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est surtout la dynamique, la dynamique de la conjoncture mondiale. C'est-à-dire que même si les réformes que M. Macron met en œuvre, ou essaie de mettre en œuvre, ne passent pas toutes, il est très probable quand même que si la conjoncture se maintient sur ces niveaux-là, que les entreprises continueront à faire du business et continueront. On voit bien qu'il y a une vraie tendance là qui est en train de se dessiner en termes d'investissement, en termes de confiance des agents économiques. Et donc ça, a priori, c'est avant tout lié à la conjoncture plus qu'à un effet Macron potentiel. Ça sera la somme de deux choses. Mais je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui pour les marchés d'actions, c'est vraiment cette dynamique macro-micro qui est enfin, ça fait 5 ans qu'on attend ça en Europe. Donc effectivement, on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, c'est pas un boulevard, mais enfin en tout cas, on a une fenêtre qui s'est ouverte et qui permet aujourd'hui d'avoir des espoirs de performance quand même sympathiques sur les marchés européens. C'est ce qu'on appelle alors le scénario Goldilocks, le scénario boucle d'or. Enfin, toutes les planètes sont alignées, y compris la planète politique là, qui est en train de se recaler aussi de manière plus favorable en Europe. C'est un recalage. Alors après, on se méfie de cet alignement des planètes. On en a tellement parlé. On a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Vous savez comme on est en France. Non mais enfin, c'est quoi le prochain truc, quoi? Enfin, tout le monde parle de l'Italie maintenant. Est-ce que c'est le sujet qui va venir immédiatement là pour les marchés, ou est-ce qu'on peut quand même se donner quelques mois pour respirer et profiter de cet environnement unique de ces dernières années, en tout cas, qu'on a en Europe? Je pense qu'on a un vrai soulagement. Je pense que le socle français... On va vouloir en profiter. Voilà. Certes, l'Italie, ça peut revenir un peu sur le devant de la scène, d'autant qu'on ne sait pas exactement quand M. Renzi va relancer le processus. Mais ce qui est clair, c'est que voilà, le socle franco-allemand semble solide si M. Macron est élu. Ça laisse quand même une grande... Les investisseurs internationaux, c'était vraiment déportés des marchés européens. Parce qu'on avait cette crainte de l'arrivée d'un parti eurosceptique au pouvoir. Donc cette crainte s'éloignant, il est quand même très probable qu'on ait des flux qui reviennent parce que tous les autres éléments macro sont en place. Didier, est-ce que les investisseurs construisent des attentes quand même sur un Emmanuel Macron président? Encore une fois, on va laisser passer le second tour, mais est-ce qu'il y a des attentes sur la France, sa capacité à se réformer, à réaliser une négociation avec l'Allemagne pour aller plus loin dans la construction européenne, ou est-ce que non, parce qu'en matière de réforme, le track record de la France est quand même pas très bon? Est-ce que non, il n'y a pas d'attente supplémentaire aujourd'hui dans le marché par rapport à ça? Pour le moment, il n'y a pas d'attente supplémentaire. Je dirais qu'on est plus dans une correction d'un excès de pessimisme, de ce qu'on a appelé une prime de risque politique liée à un scénario très négatif. C'est pas le Macron trade encore. Mais attention, il faut faire attention. C'est vrai que je partage à 100%. On est vraiment dans une dynamique au niveau de la conjoncture mondiale, de l'économie mondiale et de la zone euro qui est extrêmement porteuse. C'est-à-dire qu'il y a une conjoncture qui est forte, on est en milieu de cycle. Il y a toutes les raisons de penser que si les conditions monétaires sont accommodantes et qu'on n'a pas de nouveaux chocs exogènes, on est une poursuite de ce cycle encore un bon moment. On n'est pas du tout au même niveau dans le cycle, au même point que les États-Unis. Donc il y a vraiment toutes les raisons d'espérer cela. Ceci dit, de l'excès de pessimisme ou de prudence, il ne faudrait pas non plus maintenant verser dans l'hypothèse qu'on a un boom de l'économie mondiale. Ce n'est pas un boom.
ce n'est pas un boom. Dans un boom, on ne serait pas avec au mieux 1,5-1,6% de croissance en zone euro. Or, c'est bien ça qu'on enregistre aujourd'hui. Et en 2018, de notre point de vue, la croissance, elle va peut-être rester à peu près au même niveau, voire se tasser un petit peu. Mais c'est pas le thème de l'accélération qu'on décline du côté de la zone euro. Les États-Unis, c'est un vrai point d'interrogation. On en a parlé avec ce qui se passe sur le plan fiscal. Et à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire, il faut quand même garder en tête qu'on est face à une croissance mondiale qui est quand même beaucoup plus mesurée que ce qu'on avait connu avant. Bien sûr, on note, comme tout le monde, le redémarrage du commerce mondial depuis la fin 2016. Mais là encore, c'est après une faiblesse excessive liée à la chute des matières premières au premier semestre 2016. Donc, une fois qu'on aura eu ce rebond qui est en partie technique, à quel niveau le commerce mondial va se stabiliser? Sans doute sur des niveaux au mieux en ligne avec la croissance du PIB mondial. Donc le commerce mondial n'est plus un moteur pour le PIB mondial. Il y a une reprise de l'investissement dans les pays qui sont en retard, dans la zone euro. Il y a encore, je pense, du potentiel pour avoir de l'investissement, et notamment en France, il faut s'en réjouir. Donc l'emploi est encore loin du niveau d'équilibre dans la plupart des pays si on enlève l'Allemagne. C'est une bonne nouvelle, mais je ne crois pas qu'il faille non plus penser qu'on est au début d'une vague de croissance très forte. Donc attention, pas basculer dans l'idée d'un boom économique mondial. On est dans le thème d'une reflation qui se consolide et qui se fait à un rythme un peu plus accéléré par rapport à ce qu'on anticipait il y a quelques mois. Ce sont des bonnes nouvelles. Elles sont entre guillemets sanctionnées dans le bon sens du terme par les marchés, mais il ne faudrait pas poursuivre, si vous voulez, la tendance en se disant que c'est le début d'une accélération très forte. On n'a pas les moyens de construire ce type de scénario. Sur l'aspect politique, parce que la question de la pérennité de l'euro se pose depuis des années et continue de se poser. Alors moins prégnante aujourd'hui, mais elle continue de se poser. Est-ce qu'on a une fenêtre de tir potentiellement historique devant nous pour justement trancher une bonne fois pour toutes ce débat en France mais aussi en Europe avec un étage supplémentaire en matière de construction européenne? Est-ce que ça peut être l'année de l'Europe L'année peut-être pas, mais l'année de l'espoir. L'année de l'Europe, je ne sais pas, parce que là, on est dans le temps long quand même. On n'est pas dans la dynamique des marchés. Vous êtes dans la construction des institutions, le renforcement des institutions. Ça se construit sur des années. Est-ce qu'on peut avoir un espoir raisonnable d'une consolidation et d'avancées majeures dans les années qui viennent ? Dans la zone euro, si vous avez un couple franco-allemand qui se renforce, oui, la réponse est oui. On sait que Emmanuel Macron est un Européen convaincu, et on sait que ce soit Schulz ou Merkel en Allemagne, ce sont deux Européens convaincus. Mais ça veut dire quand même des incertitudes de long terme, là, pour le coup, qui peuvent se lever pour les investisseurs. Modulo ce dont on parlait côté Italie, parce qu'on a les élections italiennes qui vont venir sans doute en fin d'année, début d'année prochaine, mais on n'a pas encore... donc on aura probablement encore une petite vague de stress sur la zone euro, mais c'est vrai que ce qui est en train de se dessiner là, c'est potentiellement en effet un renforcement du couple franco-allemand. Et ça, en effet, c'est une très bonne nouvelle si on veut avancer. Mais ça ne va pas se faire en 2017-2018. Non, mais le début, voilà. Est-ce que ça peut être le point de départ, effectivement, d'une nouvelle étape? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, après une longue période d'euroscepticisme, on pourrait à nouveau, disons, construire des espoirs d'un euro-optimisme. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, les dernières étapes de construction qu'on a eues, elles se sont faites dans la douleur, en tout cas dans la crise. C'est ça. C'est là la question. Et là, voilà, est-ce que dans l'environnement actuel, on serait capable de... Oui, parce que ce que les Allemands attendent au final des Français, c'est d'avancer sur certaines réformes, et réformes structurelles. Et je pense que si la France arrive à venir vers les Allemands en disant voilà le programme sur les dépenses publiques, voilà les réformes. On a sécurisé cette plateforme de réforme. Là, je crois qu'en termes de discussion entre la France et l'Allemagne, ce sera un terrain plus apaisé et on pourra recoller les morceaux. Un mot des flux d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on attend le retour des flux. On a déjà des éléments là d'un certain nombre d'investisseurs voulant revenir ou déjà revenant sur l'Europe. Alors on a eu pas mal de publications, c'est vrai. Juste après l'annonce des résultats de grandes banques anglo-saxonnes qui plaident pour remettre des actions européennes et des actions françaises, ce qu'on n'avait pas vu depuis quand même très très longtemps. Donc, ils ont vu qu'on avait déjà pris 10% ou pas quand même? Non, mais... Désolé. Et c'est vrai qu'il y a un réservoir de flux qui est significatif, puisque on le disait tout à l'heure, on a observé depuis janvier 2016 des sorties très significatives des fonds, des fonds investis en actions européennes. Donc on a à peu près 100 milliards de dollars qui sont sortis depuis 1 an et demi. Donc on a un réservoir qui est assez important. Voilà, ça va probablement... Il y a plus de raison objective que ces flux reviennent pas là quand même. Effectivement, là on a vraiment une possibilité quand même que les investisseurs se réintéressent de manière assez durable, puisque là on est sur des investissements quand même de moyen terme en tout cas, à la zone. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la spéculation qui peut entrer, sortir très rapidement, mais là on parle effectivement, quand on
on évoque les masses d'argent que vous évoquez, oui, c'est des gens qui, s'ils reviennent en Europe, c'est pas pour ressortir au bout d'une semaine ou au bout de 10 jours. Donc effectivement, ils demandent un certain nombre de garanties pour sécuriser ces investissements. Peut-être sont-ils sur le point de les avoir. On va vivre la fin de séance ensemble à Paris. Le CAC pour l'instant gagne 0,2%, 5289 points. On va attendre la clôture finale définitive d'ici quelques instants. On va rater sans doute les 5300 points. Le dollar qui rebondit un petit peu aujourd'hui et le pétrole qui a toujours du mal, même si on a vu une baisse des stocks hebdomadaires publiés aux États-Unis pour le pétrole et les produits pétroliers qui aident un petit peu les cours, mais on est toujours sous les $50 pour le baril de brut léger américain. Bientôt la fin de séance, clôture définitive qu'on attend sur le CAC 40. Dans un instant, nos invités en plateau ce soir, Gilles Ménard, la Française, Didier Borowski, Amundi. On sera aux États-Unis dans quelques instants avec Sabrina du côté du Nasdaq. Ça se passe plutôt bien pour les marchés américains. Le Dow Jones au-delà des 21 000 points, séance animée par les résultats d'entreprise et les espoirs entretenus autour de la grande réforme fiscale. On attend Donald Trump qui doit s'exprimer tout à l'heure pour revenir à son tour, lui aussi, sur les grandes lignes qui ont été quand même très largement dévoilé donc de cette réforme fiscale, ou plutôt de la partie baisse d'impôts, puisque pour l'instant on ne parle plus que de baisse d'impôts aux États-Unis, notamment pour l'impôt sur les sociétés qui pourrait être passé à 15% selon la volonté de la Maison Blanche et de l'administration américaine. Et puis en Europe, des publications d'entreprises. Le grand gagnant du jour, on va en parler, Kering qui gagne près de 10% en bourse avec des chiffres de croissance stratosphériques sur le premier trimestre, près de 30% de croissance organique pour l'ensemble du groupe ex-PPR, Kering aujourd'hui, et puis la maison vedette, le vaisseau amiral Gucci, lui qui enregistre une croissance organique de près de 50% sur le premier trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente, au même trimestre de l'année précédente. C'est hallucinant et le marché ne s'y trompe pas puisque le titre prend donc 10% plus haut historique pour le cours de Kering en bourse. Le perdant du jour, à l'inverse, c'est BIC. Il ne faut pas décevoir dans ces marchés, et BIC a publié des chiffres de croissance et de vente très décevants sur le marché américain, notamment à moins 9% pour les produits vendus par BIC en Amérique du Nord sur le trimestre écoulé, et ça ne passe pas du tout pour les investisseurs puisque le titre est lourdement sanctionné avec une baisse de quasiment 10% ce soir. On va avoir la clôture définitive dans un instant, mais d'abord Khalil Djebali avec nous en duplex, analyste chez XTB à Paris. Khalil, quels sont les commentaires qu'on peut faire avec vous sur cette séance, sur les indices? On a eu des stocks de pétrole également aux États-Unis qui semblent soutenir un petit peu les cours là aussi. Effectivement, d'une manière générale, on peut dire que la séance du jour, alors les indices dans leur ensemble ont été portés par les bons résultats d'entreprise. Vous les avez cités, Kering en tête. On a aussi eu les stocks de pétrole très positifs d'ailleurs qui ont surpris, contrairement d'ailleurs aux estimations d'hier de l'American Petroleum Institute qui avait fait état d'une augmentation des stocks de pétrole, et aujourd'hui effectivement le département de l'énergie nous a indiqué une contraction des stocks de pétrole. Alors la réaction a été faible sur les cours du WTI et du Brent, et pour cause, puisqu'il faut savoir que la toile de fond sur le marché du pétrole reste quand même pénalisée par la production de pétrole américaine. Il faut savoir que les Américains produisent aujourd'hui environ 9,2 millions de barils par jour. On a des stocks globaux aux États-Unis qui oscillent autour de 532 millions de barils. Donc c'est tout à fait significatif et considérable, et ce qui explique effectivement la faible réaction effectivement des cours du WTI. Bon, marchés pétroliers qui sont quand même un peu soutenus, mais c'est vrai qu'on a une faiblesse quand même des matières premières dans leur ensemble depuis une semaine, 10 jours. On pourra en parler, pourquoi pas. La clôture définitive à Paris, le CAC 40 plus 0,2%, 5287 points ce soir. Alors ça se calme un petit peu quand même, mais on est toujours dans le sillage de cette séance de lundi qui aurait été une séance remarquable à tout point de vue en termes de performance des indices en Europe, plus 4% pour le CAC, en termes de volume également, 9 milliards d'euros qui ont été traités sur le marché parisien sur la séance de lundi. C'est assez exceptionnel. Donc on est toujours dans le sillage de ce rallye de soulagement comme on l'a qualifié, avec un CAC donc à l'arrivée qui progresse d'une dizaine de points, 5287 points. Ça nous ramène sur les niveaux d'avril 2015, mais si vraiment on s'affranchissait de ces niveaux de marché, on reviendrait très vite sur les niveaux de janvier 2008. Et en termes de volume, on est sur une séance à 4,5 milliards, 4,5 milliards d'euros échangés sur le CAC 40 à travers les
marché traditionnel d'Euronext. Kering grand gagnant, plus 10% quasiment. Capgemini qui publiait sa croissance trimestrielle également, plus 1,5%. On avait la publication d'Air Liquide, plus 1% pour le titre. Et puis de très belles publications également pour des valeurs moyennes, type Tarkett, plus 4,5% pour le spécialiste des revêtements de sol. Le cours est au plus haut après les chiffres trimestriels qui ont été publiés. Villemorin également, publication de qualité. Le titre prend 2%. Et puis dans le secteur bancaire, notez que Crédit Suisse, à l'arrivée, signe une hausse de 3%. Le groupe a finalement retenu l'option d'une augmentation de capital pour renforcer ses fonds propres. Augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses. Le secteur bancaire en Europe qui est plutôt à la traîne aujourd'hui dans son ensemble, puisque BNP Paribas signe la plus forte baisse du CAC, repli de 1,7% dans un marché parisien qui grappille 10 points ce soir, plus 0,19%, 5287 points pour le CAC. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau et Sabrina qu'on retrouve en duplex depuis le Nasdaq à New York. Sabrina, quelle est l'ambiance chez vous entre la réforme fiscale et les résultats d'entreprise? Ça va toujours bien pour les marchés américains? Ça va toujours bien. On est actuellement sur les plus hauts niveaux de la séance avec des progressions pour les trois indices de 0,3% pour l'indice Dow Jones par exemple, 21 059 points pour l'indice. Le S&P 500 grimpe également de 0,3%. On est à 2396 points. Quant au Nasdaq, qui hésitait pas mal depuis le début de la séance, on est désormais sur une hausse de 0,2%. 6038,07 pour cet indice qui attend donc bien sûr la réforme fiscale, la présentation tout à l'heure. Également sur le devant de la scène, les résultats d'entreprise. Bien sûr, on parle beaucoup des trimestriels de Twitter qui a fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, qui a rassuré notamment les opérateurs sur le nombre de ses utilisateurs mensuels. On en a 328 millions, c'est 7 millions de plus que prévu et 9 millions de plus que sur le trimestre précédent. Le titre est en progression de plus de 10% avec un titre donc qui se distingue dans un compartiment tech qui est plutôt bien orienté. On a Facebook également qui a annoncé le nombre de ses utilisateurs pour Instagram, 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, c'est 100 millions de plus qu'il y a tout juste 4 mois. On notera que le titre fait du surplace, mais un titre qui a bien grimpé. Parmi les autres secteurs qui se distinguent, les valeurs financières également tout particulièrement bien orientées. Goldman Sachs, c'est l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, donc des indices qui sont sur des plus hauts. L'indice Dow Jones donc à 21 061 points et le Nasdaq toujours un niveau record, 6 038 points. Merci beaucoup Sabrina, bonne poursuite de cette séance. On vous retrouvera un peu plus tard et puis à la clôture évidemment chaque soir en direct sur BFM Business pour ces marchés américains. Khalil Djebali, vous êtes toujours en duplex avec nous, analyste chez XTB à Paris. Khalil, qu'est-ce qui vous marque également sur cette séance? Est-ce qu'on peut dire un mot de l'euro-dollar aussi? Alors c'est vrai qu'on a un petit rebond du dollar aujourd'hui, mais on a vu hier l'euro qui remontait au-delà de 1,09 au plus haut de l'année. Quand on reprend un peu les consensus de début d'année, c'était pas forcément l'idée. L'idée c'était plutôt d'avoir un dollar qui allait continuer de s'apprécier. Le mouvement d'appréciation du dollar a été stoppé depuis quelques temps maintenant. Absolument, Grégoire, absolument. Le consensus, on s'en rappelle, en décembre 2016, tablait sur la parité euro-dollar à 1 pour 1. Alors effectivement, retournement de situation assez étonnant, puisqu'effectivement, l'euro-dollar a rallié hier le niveau des 1,0940. Alors maintenant, sur la paire euro-dollar, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est aussi autour de niveaux majeurs. Le niveau des 1,0884, c'est un niveau qu'on a visité aujourd'hui, qu'on a eu du mal à casser, et pour cause, il s'agit d'un point de vue technique d'un retracement de Fibonacci, les 61,8% des retracements de Fibonacci. Sous ce niveau, alors on se rappelle qu'effectivement dimanche soir à l'ouverture de la bourse de Wellington, le marché, plutôt la paire euro-dollar a ouvert en gap haussier de quasiment 2 figures, de plus de 2 figures même. Donc attention à demain avec Mario Draghi, puisque on pourrait littéralement retracer le gap formé à l'ouverture du marché dimanche soir. Alors, si effectivement nous étions amenés à retracer ce mouvement, on serait clairement amené à retrouver le niveau des 1,0740 sur la paire euro-dollar. Et c'est d'ailleurs notre scénario chez XTB.
Très intéressant, effectivement, et vous avez bien fait de le noter. On l'a presque oublié avec le bruit de l'élection présidentielle française. Oui, il y a quand même une réunion de la BCE demain, un discours de Mario Draghi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Enfin, on a dressé ensemble, messieurs, le constat de la toile de fond macroéconomique en Europe. Est-ce qu'il tire le même constat, Mario Draghi? Enfin, est-ce qu'il prend est-ce qu'il en tire des conséquences en termes de position de politique monétaire? Alors, c'est probablement prématuré. Donc, le consensus, c'est qu'il se passera rien demain. Je pense que c'est assez rationnel d'anticiper que demain, il ne se passera rien. On est encore entre les deux tours des présidentielles, donc ça incite quand même à une prudence. Il y a le sujet italien dont on parle et qui va inciter aussi la BCE à être prudente. Et maintenant, sur le plan macroéconomique, il faut quand même rappeler que l'inflation sous-jacente en zone euro reste très faible. Et d'ailleurs, c'est l'un des facteurs que Mario Draghi soulignait au FMI encore la semaine passée. Il n'a pas changé, a priori, son fusil d'épaule en une semaine. On espère Donc pas. il insistera probablement sur le fait qu'à ce stade, l'inflation, qui est juste, l'inflation sous-jacente est très faible. Bien sûr, il se réjouira, comme nous tous, de la dynamique cyclique, de la reprise conjoncturelle qui est en cours. Et ce qui se dessine assez logiquement, j'ai envie de dire, pour les 6 à 12 prochains mois, bien, c'est d'abord préparer le terrain au cours du second semestre, probablement durant l'été, au mois de septembre, à un ralentissement des achats de titres par la Banque Centrale Européenne qui commencerait dans le courant de l'année 2018. Mais là, la Banque Centrale Européenne devra à la fois bien communiquer et y aller de façon extrêmement progressive. Et puis, on verra un peu plus tard si ce qu'on voit en termes de reprise cyclique finit par générer des premières pressions inflationnistes. Il n'y a pas péril en la demeure de ce côté-là pour la Banque Centrale Européenne. Le sens de l'histoire, ceci dit, c'est si la dynamique cyclique se poursuit à la même vitesse qu'au cours des 2 premiers trimestres de cette année, puisque le deuxième trimestre quand même commence sur une entame assez solide, alors très clairement, on devrait commencer à voir de l'inflation sous-jacente se matérialiser dans plusieurs pays, et à commencer par des pays, par exemple comme l'Espagne, où vous avez des excès de capacité qui sont quasi purgés, etc. Donc c'est des sujets qui vont commencer à être regardés de près, c'est-à-dire qu'on était dans un thème inflation totale, et l'inflation elle a beaucoup accéléré quand on regarde des indicateurs de prix, mais c'était essentiellement tiré par le prix du pétrole jusqu'à janvier-février. Donc l'effet de base est en train de disparaître parce que le prix du pétrole se stabilise, et on pourrait rentrer dans un thème pour les 6 à 12 prochains mois d'impact sur l'inflation sous-jacente. Donc il faut s'attendre, ce serait assez rationnel, aux États-Unis comme dans la zone euro, à une pression haussière sur l'inflation sous-jacente. Et donc le thème central va être le retrait de l'accommodation monétaire, bien sûr, des achats de titres, etc. Ça a commencé aux États-Unis et ça va venir un jour en Europe. Si les anticipations sur les taux directeurs américains ne bougent pas, ça devrait être haussier sur l'euro-dollar. On va parler de l'euro-dollar, mais juste encore un mot sur les banques centrales et la thématique d'inflation, Gilles. Le risque pour vous, le risque le plus important, c'est que le marché sous-estime encore la capacité de retrouver une inflation auto-entretenue, normalisée. Ou est-ce que non, on est quand même sur quelque chose qui est cassé, on va dire, le lien entre marché du travail, activité et inflation qui est profondément cassé, notamment en zone euro, et que de ce point de vue-là, la BCE aura du mal à bouger au-delà de changer quelques virgules et quelques mots dans ses communiqués. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, oui, on n'attend pas grand-chose à très court terme. Non. Alors après, on l'a dit tout à l'heure, même si la conjoncture s'améliore, on reste quand même sur un environnement de croissance mondiale qui reste quand même modéré. Donc, on voit pas non plus une accélération très très violente sur le plan de l'inflation aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans un scénario. C'est vrai qu'on se rappelle, janvier 2016, on était dans un scénario de déflation mondiale. Enfin, tout le monde criait effectivement au drame. Aujourd'hui, on est revenu sur on a une certaine normalisation. Je pense qu'on est loin encore d'avoir un scénario où les marchés anticipent une remontée brutale des thématiques inflationnistes. Voilà, ça reste pas effectivement le scénario central aujourd'hui, en tout cas chez nous non plus à la française. Bon, et sur l'euro-dollar, parce que grosso modo, alors il y avait plutôt un consensus haussier dollar en début d'année, pour l'instant qui a un peu de plomb dans l'aile, on va dire. C'est même des trades qui ont été fermés par certaines banques, mais si on prend un peu de recul, sur 2 ans, on est toujours dans le range 1,05, 1,10, 1,15, même peut-être si on élargit un peu la fourchette de fluctuation de l'euro-dollar. Il y aurait, pour une raison ou pour une autre, l'idée qu'on va en sortir avec un euro à la hausse, ou est-ce que c'est plutôt le dollar qu'on continue de voir à la hausse malgré tout Oui, alors sur le mouvement de très court terme qu'on a observé ces 3 derniers jours, c'est vraiment un élément technique, c'est-à-dire que tout le monde la plupart des investisseurs avaient couvert leur portefeuille dans l'hypothèse d'une nouvelle désagréable à l'élection présidentielle française. Donc effectivement, il y a eu des débouclements de positions, puisque
un des moyens de couvrir les portefeuilles, effectivement, c'était d'acheter du dollar de manière importante. Donc voilà, il y avait ce mouvement-là. On est dans, je pense, le fait de purger un petit peu ces positions. Mais sur la tendance plus profonde. Mais sur la tendance plus profonde, c'est plutôt de dire aujourd'hui, si la normalisation de la politique monétaire américaine se poursuit, même à un rythme modéré, alors que a priori les politiques au Japon, de la Banque du Japon et de la BCE restent relativement accommodantes, on a plutôt tendance à plaider pour une appréciation du dollar dans les prochains mois. La réforme fiscale, là, ça va être un élément important. Si on revient là-dessus, Didier Borowski, sur l'évolution du cours du dollar. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être à la fois par un effet direct s'il y a des anticipations ou des rapatriements, j'ai envie de dire des profits qui sont rapatriés aux États-Unis. Donc ça c'est un thème. Et puis ça peut l'être aussi par l'impact induit sur la politique monétaire. Donc, et sur les taux d'intérêt à long terme. Donc ça, il y a un grand point d'interrogation quand même là-dessus. Il faudra y voir plus clair sur... Le scénario n'est pas clair encore. Déjà, il faut voir ce qui est proposé. Et puis, alors, premier élément, pour ne pas surréagir à ce qui est proposé, il peut y avoir un fossé entre ce qui est proposé et ce qui est voté. Et ce qui est voté, on n'est pas encore au clair si ça peut être voté durant l'été ou à l'automne. Donc il y a quand même encore des points d'interrogation. Avant que ce soit joué par les cambistes sur le marché des changes, je pense qu'il va quand même y avoir de la prudence. Vous avez signalé à juste titre ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Beaucoup de gens se sont dit, finalement, il y a un risque d'ajustement fiscal à la frontière, et auquel cas on savait que théoriquement ça doit conduire à une appréciation du dollar. Les gens se sont positionnés pour ça. Finalement, il n'y a pas cet ajustement fiscal à la frontière. Donc on déboucle. Donc il y a eu des débouclages après au fil depuis quelques mois, parce que ça faisait déjà un peu de temps qu'on anticipait que ça n'allait pas se produire. Alors donc là, il y a trop de points d'interrogation encore pour dire ce que je peux observer, c'est que dans les 40 dernières années, les deux grandes phases de surréaction à la hausse du dollar correspondent aux grandes phases d'allègements fiscaux. Que ce soit l'ère Reagan, dans le moment des baisses d'impôts de Reagan, il y a eu une surréaction historique du dollar à la hausse, et vous avez eu une deuxième surréaction très forte du dollar qui a été dans les années 2001-2003, qui se trouve coïncider avec la période de baisse des impôts aux États-Unis. Donc attention quand même, on a ça quand même à avoir quand même en tête. Alors maintenant, si on fait abstraction du cas américain, c'est-à-dire en supposant qu'il n'y ait pas de changement radical dans la politique de la Fed, le niveau de taux d'intérêt, etc., ce qui se passe du côté de la zone euro devrait conduire, chose égale par ailleurs, à une appréciation de l'euro par rapport au dollar. Pas immédiate, mais disons que nous on anticipe dans ces conditions un 15 sur l'euro-dollar à 12 mois, avec l'idée, je crois que l'idée c'est que l'essentiel des hausses de taux est pricé du côté des États-Unis. Je le répète, surprise du côté de l'impact de la fiscalité. Oui, on parle hors effet Trump, hors effet fiscalité, l'essentiel des hausses. Alors qu'en Europe, c'est encore naissant. C'est vrai que le début d'un discours de la Banque centrale européenne de ce qu'on appelle le procédé de tapering, c'est-à-dire ralentissement des achats de titres. Évidemment, si on continue cette reprise à ce rythme-là tout au long de l'année 2017, le thème qui va monter dans le courant du second semestre, c'est quand est-ce que la Banque centrale européenne abandonne son taux de dépôt négatif. Tout ça, ça va générer, ou ça peut générer des augmentations de taux, y compris sur le taux 2 ans, sur les taux de maturité courte. Et généralement, ça s'accompagne d'une appréciation de l'euro. Et à cela peut s'ajouter ce dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup d'investisseurs sont sous-investis zone euro. Si les investisseurs reviennent sur la zone euro pour des raisons de valorisation relative, ils achètent de l'euro, etc. Et donc vous avez alors un effet écart de taux, politique monétaire, dynamique du cyclique qui peut se poursuivre et retour des mouvements de capitaux. Comme quoi, d'une situation ultra favorable, on peut très vite pour oui, mais ça peut pas aller très loin. Oui, ça peut pas, de notre point de vue, on peut pas aller très loin. Mais 1,15, ça nous semble possible. Alors ceci dit, attention, parce que là, il y a un vent contraire qui est en train de s'ouvrir, qui va venir de la fiscalité américaine. On va voir comment, par le jeu des anticipations, ça va être absorbé par le marché des changes. Il n'y a rien de trivial à ça. Et ça peut générer d'ailleurs des à-coups sur les marchés, évidemment. Ils réagissent à la seconde en fonction des éléments qui sont disponibles à un instant T. Et ces éléments-là, évidemment, ils sont amenés à fluctuer dans le temps. Messieurs, on marque une dernière pause rapide et puis on se retrouve pour quelques minutes afin de clore ce club de la bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Quelques minutes en compagnie de nos invités, Didier Borowski, responsable de la recherche macro d'Amundi, et Gilles Ménard, responsable de la gestion flexible de la Française. Je vous rappelle juste la clôture à Paris. On gagne encore une dizaine de points pour le CAC 40. C'est pas énorme. On est toujours dans le sillage, les conséquences de cette forte hausse qui s'est exprimée lundi sur les marchés européens suite au résultat du premier tour de l'élection présidentielle française. Le CAC, 5287 points. On a parlé des États-Unis, de l'Europe qui est dans un scénario et dans un environnement quand même particulièrement
particulièrement favorable, le plus favorable peut-être depuis presque ces 10 dernières années. On a parlé de l'euro-dollar, des scénarios incertains encore quand même sur l'euro-dollar. Est-ce qu'on peut dire un mot des matières premières aussi, parce que c'est un sujet qui est un peu passé sous le tapis, mais depuis une semaine, 10 jours, on va dire que les matières premières et notamment le marché pétrolier participent assez peu à la fête globalisée qu'on a sur les marchés et l'appétit pour les actifs risqués qu'on retrouve là particulièrement encore en ce moment. Le pétrole est à l'écart de ce mouvement-là. C'est normal, c'est logique que parfois on ait des marchés qui se décorrèlent comme ça aussi. Généralement, c'est un actif risqué, un appétit pour le risque quand on achète du pétrole. Gilles Ménard. Alors après c'est un actif qui avait été vraiment beaucoup joué après les accords d'Alger et la réunion de Vienne, en fait, de l'année dernière, fin d'année dernière. Donc ça avait donné lieu effectivement à des positionnements assez offensifs sur le pétrole. On a vu le mouvement. Aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu de normalisation. On reste sur des niveaux qui sont globalement entre 50 et 60 $. D'un autre côté, comme on le disait, on voit pas de choc de la demande très très forte à ce niveau-là, puisque la croissance reste modérée. On est sur une croissance qui est moins consommatrice d'énergie, de matières premières, de pétrole. Donc du coup, ce choc de la demande qui pourrait emporter le niveau du baril beaucoup plus haut, on le voit pas beaucoup. Donc cette zone de 50 $ aujourd'hui, finalement, elle est relativement confortable. Non, mais est-ce qu'on se refait pas peur avec la production, pour le coup, avec les stocks américains qui s'empilent, avec le redémarrage des productions de pétrole de schiste, avec le doute qu'on a sur la capacité de l'OPEP et de la Russie de reconduire pour 6 mois leur accord de réduction? Est-ce que c'est pas sur la partie offre qu'on va à nouveau jouer à se faire peur? C'est compliqué parce qu'effectivement, on a bien vu en 2014, on avait eu cette volonté d'empêcher les Américains de prendre des parts de marché. Donc on avait fait vraiment, on avait ouvert les vannes en fait pour inonder le marché. On a fait, les pays de l'OPEP ont fait machine arrière finalement l'année dernière en se disant ça marche pas. Donc voilà, on essaie de trouver un accord. Le fait qu'ils aient rajouté la Russie dans le lot, ça montrait bien qu'ils avaient besoin aussi d'un peu de soutien pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on est dans un rapport de force, donc effectivement, il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques qui sont importants. Après, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, les producteurs de gaz et pétrole de schiste sont extrêmement réactifs et peuvent réalimenter le marché très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne peut ouvrir un déric. Donc du coup, c'est pas aussi simple que d'ouvrir un robinet, mais ça y ressemble. Enfin voilà, si on veut une image un peu schématique, voilà. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui est aujourd'hui un petit peu compliqué. On arrive à un moment à nouveau clé là pour le marché pétrolier. On a une semaine un mois de la prochaine réunion de l'OPEP. Il y a des chances que la prochaine réunion de l'OPEP reconduise les accords en cours, et donc il y a un biais qui est plutôt haussier sur le prix du pétrole, on va dire à court terme. On peut avoir un peu plus de demandes supplémentaires, etc. Ceci dit, comme on vient de le mentionner, la production américaine remonte, elle remonte vite, et plus le prix du pétrole remontera vers les 60 $, plus vous aurez une incitation très forte à développer ou à ouvrir de nouveaux puits, et donc on risque de se retrouver avec des à-coups à nouveau sur le prix du pétrole. C'est pour ça qu'on considère que finalement les risques vont vite, si on revenait vers 55-60, les risques redeviendraient vite asymétriques, avec des risques de rechute, tout simplement parce que la production américaine reviendrait sur le devant de la scène. Donc il va falloir s'habituer à évoluer dans une fourchette, on va dire, entre le point mort de la production pétrolière aux États-Unis, on va dire aux alentours de 40 $, et puis les niveaux actuels, avec des à-coups potentiels qui peuvent quand même ramener un peu de volatilité. Mais pour l'instant, voilà, c'est quand même très décorrélé du reste. De notre point de vue, on n'est pas dans une grande année pétrole comme l'an dernier. On devrait se stabiliser. Donc, nous, on a une hypothèse depuis l'automne dernier qui est de 55 en moyenne cette année. On n'a pas touché à cette hypothèse et on la conserve. Avec peut-être un biais aussi à court terme. Et puis ensuite, on risque d'être surpris à la baisse par la production américaine. Et puis, à mesure qu'on se rapprocherait de niveaux trop faibles, la production américaine rebaisserait. On aurait à nouveau des. Donc, vous voyez, on risque de yo-yo, quoi. Mais un yo-yo dans un tunnel réduite. Dans un tunnel celle qu'on a connu pour les dernières années. Le Brent à 52 $ et le baril de brut léger américain toujours autour de 50 $, en dessous des 50 $. On verra si on arrive à se raccrocher à ce seuil au cours de cette séance. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Didier Borowski, responsable de la recherche macro d'Amundi, et Gilles Ménard, responsable de la gestion flexible de La Française, étaient avec nous pour ce club de la bourse. Je vous rappelle à Paris le CAC qui grappille encore quelques points dans le sillage de la séance de lundi, plus 0,19% à l'arrivée ce soir, 5287 points, et Kering salué par l'ensemble des investisseurs avec une hausse de 10% après ces chiffres de croissance stratosphériques qui ont été publiés ce matin. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.